une partie de la tourmente qui se déroule dans le monde. Et les gens ont appelé ça le quatrième tournant. C'est le genre de nature cyclique simultanée qui se produit à plusieurs niveaux où vous trouvez la fin de cycle de plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'années. BlackRock est un idiot utile, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont beaucoup d'argent et qu'ils vont acheter beaucoup de Bitcoin. Et donc, depuis 12 ans, nous avons pris les devants sur BlackRock. Qu'est-ce qui va nous aider à être mieux informés afin que nous puissions être de meilleurs investisseurs à l'avenir? C'est vraiment la première fois, encore une fois, une autre première dans l'histoire où la personne moyenne y est entrée une décennie avant Wall Street. Dans le cas des États-Unis, qui ont le dollar américain et la monnaie de réserve mondiale, ils vont atteindre cet endroit à un rythme différent de celui des autres pays. Pays où vous avez une hyperinflation comme le Venezuela ou l'Argentine ou le Zimbabwe et ces autres pays, ils sont évidemment prêts à adopter plus rapidement le Bitcoin comme moyen de sauver leurs économies. Donc, ce que nous voyons maintenant, c'est que selon l'endroit d'où vous venez, cela dépendra de la rapidité avec laquelle vous vous adapterez au Bitcoin en tant que monnaie de réserve mondiale. Mais c'est la fin du jeu. C'est là que nous allons tous. Oui, je suppose qu'il faut regarder cela du point de vue de 300 ans d'expérience avec la monnaie fiduciaire qui a commencé avec la Banque d'Angleterre en 1694-1696. Et puis, en 1971, nous avons eu un autre chapitre de cette expérience lorsque le monde entier est allé entièrement sur un étalon de monnaie fiduciaire sans aucune monnaie adossée à autre chose que de la monnaie fiduciaire. Et donc maintenant, cela se termine, cette période de 300 ans se termine et nous nous dirigeons vers l'ère standard du Bitcoin où le Bitcoin devient la réserve mondiale. Et donc, différents pays réagissent à cela de différentes manières. Eh bien, l'un des attributs intéressants du Bitcoin est que, pour la première fois dans l'histoire, il sépare l'argent de l'État ou il sépare l'argent de tout contrôle centralisé, quel qu'il soit. Ainsi, l'argent devient quelque chose de complètement différent de ce à quoi nous étions habitués dans toute notre histoire en tant qu'humains sur cette planète. La plupart du temps, nous avons deux problèmes d'argent. La concentration du pouvoir ou la concentration de la richesse, parce que l'argent, tout au long de l'histoire, a été à peu près ce qu'on appelle la preuve d'enjeu. Si j'ai beaucoup d'argent, j'ai de l'influence et je peux changer les lois pour qu'il soit plus facile pour moi d'obtenir plus d'argent. C'est de la corruption et c'est à cause de la nature de l'argent que nous connaissons depuis des millénaires. Et il en va de même pour l'or, soit dit en passant. Mais avec Bitcoin, c'est un système appelé preuve de travail. Ce n'est pas une preuve d'enjeu. Et peu importe le nombre de Bitcoin que quelqu'un ou une organisation possède, ils n'ont aucune influence pour changer le protocole. C'est donc très égalitaire en ce sens. Et c'est aussi, pour la première fois, une technologie d'épargne qui a un impact énorme sur les gens. La première fois dans l'histoire que n'importe qui, quel que soit son budget, peut stocker sa richesse et qu'elle peut être insaisissable. Et le prix à payer pour protéger cette richesse est quasiment nul. Si vous regardez comment la richesse est agrégée aujourd'hui, généralement, ceux qui ont beaucoup de richesse dépensent beaucoup d'argent pour protéger cette richesse. Ils achètent, ils ont des gardes de sécurité, ils ont des coffres forts, ils ont beaucoup d'avocats, ils ont beaucoup de comptables. Il y a beaucoup de politiciens, n'est-ce pas? Il y a un coût énorme à protéger et maintenir cette richesse. Eh bien, avec Bitcoin, vous n'avez besoin de rien de tout ça. Vous devez juste continuer à mémoriser votre phrase de récupération et c'est accessible à tous. Donc, la personne qui est, disons, un artiste qui vend de l'art gagne, disons, 20% du revenu nominal par habitant dans un pays ou 50% du revenu du capital. Et ils sont contents de faire ça parce qu'ils veulent juste être des artistes. Ils ne veulent peut-être pas se débrouiller en tant qu'avocats. Ils peuvent placer leurs économies dans Bitcoin et c'est à l'épreuve de l'inflation. Donc, leur pouvoir d'achat augmentera toujours, leur pouvoir d'achat continuera mathématiquement à augmenter indéfiniment. Et ils peuvent être libres d'exprimer qui ils sont. Et je pense qu'une partie de cette renaissance 2.0 est qu'elle libère l'expression de soi d'une manière que nous n'avons pas vue depuis les Lumières, depuis que nous n'avons pas vu depuis la Renaissance. C'est totalement possible grâce aux économies. Cette séparation insaisissable de l'argent et de l'État appelée le Bitcoin. Que cela introduise un autre cycle, je pense que oui, mais je pense que la nature de ce cycle est très intéressante à bien des égards.
Alors, eh bien, clairement, les monnaies numériques des banques centrales sont de l'autre côté de la lutte pour la souveraineté individuelle et la liberté. Parce que les CBDC sont hautement centralisés, hautement contrôlés. C'est de la monnaie fiduciaire, tout ce que vous détestez de la monnaie fiduciaire, mais bien pire. Donc, c'est clairement dans la bataille qui sera menée contre les monnaies numériques des banques centrales. Et je pense que ce que nous pouvons rechercher, c'est que la bataille va être une question d'énergie et d'utilisation de l'énergie. Et le Bitcoin consomme beaucoup d'énergie. Nous le savons. Et il en va de même pour les CBDC, tout comme la consommation d'énergie de l'armée. Il en va de même pour l'IA, l'intelligence artificielle, qui consomme beaucoup d'énergie. Et nous voulons la majeure partie de l'énergie ou toute l'énergie. Nous voulons que ce soit du hachage de Bitcoin. Et la bonne nouvelle, c'est que si vous regardez la quantité d'énergie utilisée par Bitcoin, le taux de hachage, il monte en flèche. Et il n'a jamais vraiment été dans un marché baissier. En fait, ça fait 12 ou 13 ans que ça monte. Avec le prix du Bitcoin, c'est une nouvelle classe d'actifs qui rivalise finalement avec l'or, ce qui signifie qu'il va passer d'un peu moins d'1 milliard de dollars de capitalisation boursière à 10 milliards de dollars de capitalisation boursière, ce qui pourrait facilement faire passer cet actif à 400 000 dollars dans un laps de temps relativement court. Donc, vous ne voulez pas être le type du cartel qui vend à découvert du Bitcoin alors qu'il est sur le point de faire un geste multiplicateur par 10. Il est donc très difficile de maintenir ce cartel dans un scénario Bitcoin car il a encore un énorme potentiel de hausse. Et c'est aussi parce qu'il redéfinit l'argent tel que nous le connaissons. Et donc, de par la nature de ce nouveau produit synthétique numérique, ce sont essentiellement les acheteurs qui vont régner sur la détermination des prix. Il va être très difficile de garder un ordre de vente dans ce mélange où vous avez cette trajectoire supérieure d'une nouvelle classe d'actifs où le marché adressable total du Bitcoin est littéralement 400 000 milliards de dollars, ce qui correspond à la capitalisation boursière totale de tous les titres investissables, actions, obligations, immobiliers, tous les produits dérivés, toutes ces choses prises au total représentent 400 000 milliards de dollars. Donc, et c'est potentiellement le marché total adressable pour Bitcoin. Il peut démonétiser, je pense qu'il est déjà en train de démonétiser l'or, tout comme l'or a démonétisé l'argent, il démonétisera le marché immobilier, il démonétisera le marché obligataire. Le marché obligataire est un marché de 200 000 milliards de dollars. Le Bitcoin n'est même pas à 1000 milliards de dollars, c'est un facteur 200 là. Donc, pour en revenir à la suppression des prix, bien sûr, il y aura beaucoup de jeux de découverte des prix joués avec beaucoup de produits dérivés, mais en fin de compte, contrairement à l'or, il aura ce biais naturel à la hausse. La deuxième chose, c'est que l'or est très difficile et personne ne veut vraiment se défendre pour la livraison d'or. Donc, quand vous êtes dans le secteur de l'or, tout est réglé sur papier et tout est réglé en espèces. Et les gens diraient rarement, j'ai 1 tonne d'or sur le marché pour laquelle je fais une offre, je vais en prendre livraison. Je ne vais pas le faire. L'or, il faut l'expédier, il faut l'assurer, il faut le stocker, n'est-ce pas? Placer de l'or, l'expédier et le stocker est très difficile. Avec Bitcoin, parce que vous n'avez aucun de ces coûts et que vous contrôlez la clé privée, tout édifice de découverte de prix manipulateur en échelle peut être rapidement détruit en tirant votre clé privée, parce que c'est le niveau de base de tout système de manipulation. Tout système de Ponzi aurait, si vous pouvez le tirer, tout s'effondre.